Seconde partie dont on en parle, ils attendent une réforme de leur institution, mais pas n'importe laquelle. Ce sont les professionnels de la médecine du travail. Deux invités sur ce plateau. D'abord, Véronique Demont, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice de l'AMETRA à Montpellier. L'AMETRA, c'est l'association de santé au travail. Vous êtes accompagnée d'un médecin du travail, le docteur Jean-Pierre Bérardeau. Bonsoir. Bonsoir. Alors, une réforme de la médecine du travail est en cours. Une loi qui a été d'abord votée, validée par le Sénat. On attend la validation par l'Assemblée nationale, par les députés. Elle est censée fixer le cadre, le nouveau cadre de la profession et de l'institution médecine du travail. Visiblement, cette réforme était très attendue. Pour quelles raisons ? Alors cette réforme est très attendue. La semaine dernière s'est tenu un congrès national de toutes les médecines du travail. Un cri d'alerte a effectivement été lancé pour qu'elle soit sur le calendrier parlementaire. Actuellement, le constat qui est fait au niveau national et régional, sur à peu près 530 000 salariés qui sont pris en charge en Languedoc-Roussillon, plus de 5% n'ont pas effectivement de suivi médical. C'est plus de 25 000 à peu près, 26 000 oui, salariés qui ne sont pas... 27 000 salariés, effectivement, ça fait à peu près 5% qui n'ont pas de prise en charge. Pour quelles raisons, justement ? Alors, principalement, un problème de moyens. Une loi qui tarde à venir. Effectivement, on parle de la réforme de la santé au travail depuis 2002, depuis la loi de modernisation sociale. Il y a une démographie médicale catastrophique. Dans les années 20, il y aura 50% des médecins qui partiront à la retraite et qui ne seront pas remplacés. C'est difficile de recruter des médecins du travail, justement ? C'est extrêmement difficile aujourd'hui. Même si, effectivement, le Languedoc-Roussillon est ensoleillé, on a des difficultés importantes à recruter des médecins. Et dans certaines villes en France, il n'y en a plus. Docteur Bérardeau, vous êtes médecin du travail. Vous comprenez justement que les médecins ne veuillent pas forcément aller vers cette branche de la médecine, qui est une branche très importante quand même. Oui, mais écoutez, c'est dommage. Je pense que d'abord, premièrement, la médecine du travail est une spécialité. À mon avis, on a mis la spécialité au niveau de l'internat. Et ce qui fait qu'un jeune étudiant en médecine à l'internat a le choix entre otorino, gynéco et médecine du travail. Hélas, il choisit souvent une autre spécialité. Ce qui fait que l'internat n'est pas complet et que beaucoup d'étudiants en médecine ne sont pas volontaires. Par contre, par ailleurs, il y a quelques années, avait été mis en place une passerelle entre médecins généralistes ou médecins spécialistes et la médecine du travail. Le médecin s'engageait dans une entreprise, l'entreprise payait sa formation en échange de rester quelques années dans l'entreprise, et cette passerelle a été supprimée. Alors on en est là pour l'instant, et donc quand un médecin généraliste veut se reconvertir, c'est très difficile, parce qu'il faut qu'il arrête son activité, et que par ailleurs, il refasse l'internat européen à Marseille, ce qui est assez long, ça lui prend 3 ans de plus, et c'est long. Voilà. Je crois que le problème, il est là, dans le manque de médecins. On va parler du rôle du médecin du travail, qui n'est pas forcément bien connu, mais d'abord, on revient sur cette réforme. Que prévoit cette réforme en cours, cette loi qui arrive ? C'est la question des moyens, vous le disiez, mais pas forcément uniquement la question des moyens. Redéfinir les missions des services de santé au travail qui sont aujourd'hui, effectivement, compte tenu des nouvelles orientations, des plans santé-travail devenus parfois un peu flous. Donc il y a besoin de clarté à ce niveau-là. Ensuite, permettre à de nouvelles compétences d'intervenir dans le champ de la santé au travail pour accompagner les médecins dans leur mission. Donc on attend impatiemment, effectivement, qu'on puisse nous donner l'autorisation d'embaucher des infirmières en santé au travail qui pourraient aider et réaliser certaines visites médicales. Revoir l'aptitude au travail, il a été question dans certains rapports qui ont été présentés, effectivement, de revoir cette notion d'aptitude. Est-elle toujours utile pour chaque type de visite ? Et puis, un droit d'alerte donné par le médecin du travail auprès des entreprises dès lors qu'il aura constaté des risques importants dans les entreprises, de façon à ce qu'ils soient vraiment pris en compte. Revoir peut-être un petit peu le cursus de formation. Enfin voilà, il y a des pistes fondamentales et importantes à prendre en considération. La loi prend en compte cette question des moyens. Normalement, tout est prévu pour que ces moyens soient meilleurs à l'avenir pour la médecine du travail. Tout à fait. Alors il y a des expérimentations qui ont déjà été faites dans certaines villes de France qui donnent satisfaction. Je crois qu'il y a une attente importante de la part des professionnels en santé au travail. Il faut légiférer. Faute de texte, nous sommes dans une incapacité de pouvoir prendre en charge tous ces salariés. Docteur Bérardeau, ça sert à quoi un médecin du travail ? C'est une question importante. Je vais commencer, si vous voulez, par la visite médicale, puisque la visite médicale, vous le savez, est obligatoire. C'était tous les ans, maintenant c'est tous les deux ans, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Donc tous les 2 ans, c'est une visite médicale simple pour les personnes qui ont des travaux qui sont assez pas trop fatigants. Puis il y a les supervisions médicales renforcées pour les personnes qui ont des travaux pénibles. Et par ailleurs, les travaux de nuit qui demandent une visite médicale tous les 6 mois. Travaux pénibles, il y a des secteurs particuliers ? Oui, bien sûr. Je vous prends l'exemple de la visite médicale, parce que je crois que comment ça se passe ? Le salarié arrive, il est reçu par le secrétaire, qui font un travail excellent, qui font analyse d'urine,
test visuel dont l'examen est complet, un pré-interrogatoire. Puis la personne rentre dans mon bureau et la première question que je pose, c'est « Allez-vous travailler en souriant ?» Si on me répond « Oui, je travaille en souriant », c'est qui arrive. Non, ça arrive. Heureusement, oui, ça arrive, heureusement. Bon, déjà, mon travail est fait. Par ailleurs, après, on va aborder les problèmes de tabac, on va parler de sport, les problèmes de santé, d'attention, etc. Et également les problèmes de vaccination, parce que ça, on nous vaccinons si jamais les gens ne sont pas à jour et s'ils veulent bien le faire. Et puis ensuite, on va parler des problèmes du travail. Alors moi, mon rôle, c'est d'expliquer quels sont les inconvénients du travail pour les personnes. Alors, si c'est un travail de vendeur, inconvénient de rester debout. Le contact avec le public n'est pas toujours facile. Si c'est un travail de chimie ou de travail dans des travaux pénibles, on va prendre le goudron, si vous voulez, sur les routes, eh bien, mon devoir est d'expliquer au patient le problème des risques qu'il a en travaillant dans le goudron et de se protéger. Par ailleurs, l'employeur est également obligé d'informer tout salarié des risques encourus sur le lieu de travail et d'apporter toutes les protections nécessaires. Il y a une bonne collaboration avec. Oui, alors moi j'ai de la chance d'avoir une bonne collaboration avec les employeurs, partant du principe que chaque fois, vous le savez, qu'il y a un problème, je prends l'exemple, vous venez me voir, il y a un risque psychosocial, je suis harcelé, j'avertis l'employeur. J'envoie une lettre en disant à l'employeur, là, il y a une personne en souffrance. Je ne rentre pas dans le problème de savoir si c'est vrai ou pas. Pour l'instant, dans mes entreprises, chaque fois que j'ai fait cette lettre, chaque fois, l'employeur m'a téléphoné et m'a rencontré. Par ailleurs, je rends hommage à quelques grandes entreprises à Montpellier, où, par exemple, il y a le DRH, c'est un directeur à l'écoute des salariés, et où avec la DRH, une fois par mois, on passe 2-3 heures à passer en revue tous les cas difficiles de l'entreprise, même ceux qui dépassent un petit peu les cas professionnels, exemple surendettement ou problème. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises, et là c'est une grande entreprise de téléphonie, qui fait en sorte que ses salariés travaillent le mieux possible. Alors je rends hommage à des entreprises qui marchent bien. Ça existe quand même. Ça existe, oui, il faut le dire, parce qu'on voit que les côtés qui marchent mal, mais il y a des entreprises qui marchent bien. C'est rare qu'un employeur ne donne pas suite à il vous reçoit, il y a un dialogue. Il y a un dialogue qui se crée. Véronique Demont, on en parlera aussi avec le docteur Berardo dans un instant, mais vous me disiez que justement, à cause du problème des moyens, un médecin du travail gérait quand même 3000 salariés. C'est beaucoup pour faire un suivi. Oui, 3300 salariés en moyenne avec 450 entreprises. Effectivement, c'est beaucoup. C'est la raison pour laquelle il a besoin de s'entourer de compétences multiples, qui sont les infirmières en santé au travail, les équipes pluridisciplinaires, qui viennent l'aider dans l'appréciation des risques professionnels et agir sur le terrain, parce qu'on a beaucoup parlé de visite médicale, mais l'action sur le terrain est primordiale, notamment dans les TPE qui n'ont pas forcément toujours très petites entreprises, de DRH dans leur structure. Donc on a une action prioritaire effectivement dans ce domaine-là. Donc la tâche est lourde. Justement, 3000 salariés à suivre chaque année ou plutôt tous les 2 ans. C'est-à-dire que s'il n'y avait que les consultations programmées, tout irait bien. C'est qu'on assiste à une augmentation de consultations demandées par le salarié. Je veux dire, alors on oublie le rôle des médecins de travail parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Un salarié peut venir consulter son médecin de travail quand il le désire, en disant à son employeur, pardonnez-moi, je vais voir le médecin de travail sur le secret médical. Alors ça arrive quand quelqu'un est en souffrance au travail. Alors ça peut être une souffrance psychologique, et dont les gens viennent, et donc c'est du travail en plus. Ça peut être une souffrance physique. Justement, la souffrance au travail, on en parle beaucoup dans l'actualité. Il y a ces cas de suicide, notamment à France Télécom, qui ont fait l'actualité depuis 1 an. Est-ce que cette souffrance... Le suicide, effectivement, ce sont des cas extrêmes, mais est-ce que de façon globale, la souffrance au travail, c'est quelque chose qui a tendance à augmenter? Vous l'observez de plus en plus dans les visites et dans le suivi que vous faites? Oui, la souffrance au travail augmente. Ça tient à beaucoup de raisons. Je pense également c'est la société moderne qui veut ça. Beaucoup de vendeurs, je prends l'exemple, se plaignent de l'incivilité des clients. Alors c'est une pression. Beaucoup de gens qui sont à l'accueil se plaignent de l'agressivité des gens. On ne peut pas parler correctement, il faut aboyer, il faut s'énerver, etc. Et ça joue un rôle, ne serait-ce que sur le contact humain. Voilà, je parlais. Alors après, bien sûr, il y a une pression qui est mise au travail, c'est peut-être une crise économique aussi, où on veut avoir du travail bien fait avec le moins de personnel possible, et là, il y a beaucoup de salariés qui en souffrent. Par ailleurs, également, la souffrance peut venir du fait qu'on demande à des gens de vendre des choses qui ne sont pas forcément utiles. Je veux dire par là, on les oblige à vendre, à faire du chiffre, alors qu'ils savent très bien que moralement, c'est pas acceptable. On ne voit pas l'intérêt forcément et la morale de tout ça. Justement, on en revient toujours, Véronique Demont, à la question des moyens. Comment justement on fait alors que
bon, 3000, on le disait, à peu près 3000 salariés à suivre, beaucoup plus de pathologies, beaucoup plus de souffrance au travail. La difficulté est là aussi pour la médecine du travail. Hein. La difficulté est de répondre à la demande des entreprises et des salariés. Donc effectivement, il y a des priorités qui sont données dans le cadre de suivi médical pour certains types de visites. Donc on priorise les visites d'embauche, les visites de reprise et des visites sur des salariés à risque parce qu'on identifie les salariés effectivement qui sont classés sur un risque majeur. Donc ça c'est un point important. D'autre part, nous avons aussi des nouvelles orientations qui ont été voulues par les partenaires sociaux qui sont les plans santé-travail. Donc là aussi, on discute en commission médico-technique des orientations prioritaires en fonction de populations qui ont été ciblées, qui sont à risque, de secteurs d'activité. On parle bien souvent de l'emploi des seniors, on parle de la pénibilité, on parle de tous ces sujets-là. On va en parler de la pénibilité. Donc il y a des justement. actions effectivement qui sont prioritaires et voilà, au détriment peut-être d'un suivi moins régulier pour certaines populations, faute de moyens. Et qu'est-ce qui est fait justement pour ces 25-26 000 salariés, rien qu'en Languedoc-Roussillon, qui ne sont pas suivis? D'abord, ça concerne quel type de salariés et comment on fait pour les amener vers le suivi médical chaque année ou tous les 2 ans? La difficulté n'est pas de les amener, je crois que les personnes sont volontaires pour qu'il y ait une aide. On a un rôle de conseil et de partenaire aussi bien pour l'employeur que le salarié. Donc dès lors qu'on les sensibilise, ils sont acteurs de leur santé, ils souhaitent venir, mais c'est un problème vraiment de moyens. Donc il nous faut vraiment légiférer pour avoir des ressources humaines pour pouvoir avoir une action réelle sur le terrain. Donc là, oui, c'est parce que vous ne pouvez pas les recevoir. On n'a absolument plus les moyens. Oui. D'accord. Mais pourtant, là, les visites, est-ce que les visites... La demande est réelle, oui. Et les visites pourraient être réalisées avec du personnel supplémentaire. Pour un médecin, justement, médecin du travail, voir que 25-26 000 personnes comme ça, rien que dans une région, ne peuvent pas être reçues, ça pose un problème aussi pour votre fonctionnement? Oui, ça pose un problème, oui. Ça pose un problème parce que normalement, elle devrait être vue. J'espère que la réforme avec les infirmières au travail nous aidera, parce qu'il y a quand même des visites systématiques qui peuvent être faites par les infirmières au travail. C'est ça qui prend du temps, justement, voilà, les visites systématiques. Ça prend du temps. Ouais. Il n'y a pas que ça, il y a les visites d'entreprise. Mais je veux dire par là, bon, dans les entreprises, les fiches d'entreprise actuellement sont rédigées par des assistants de santé au travail qui nous aident énormément. Par ailleurs, excusez-moi, je vais revenir quand même sur son rôle important du médecin du travail, c'est le secret médical, parce qu'il est exactement le même que pour n'importe quel médecin. Et également, notre indépendance est totale. Je veux dire par là, quand même, de mon que la direction de la METRA n'est jamais intervenue dans le fonctionnement de notre travail. Je tiens à le souligner vis-à-vis des entreprises et vis-à-vis de nos salariés. Quand un salarié vient raconter ses malheurs chez nous, ça ne sortira pas du cabinet. Ça reste dans le cadre très strict du secret médical. Et on peut signaler une souffrance au travail sans donner de nom. On peut très bien dire, dans tel service, il y a une souffrance au travail. Il y a quelque chose qui ne gaze pas. Souffrance au travail, on parlait du cas extrême des suicides. Il y a aussi une recrudescence du stress, des dépressions. Vous le voyez, ça aussi? Oui, bien sûr. Oui, oui. Alors, le stress... Il y a des secteurs qui sont plus touchés, pas forcément, ou c'est un peu de façon assez générale? Oui, un peu tout. Je pense que les secteurs les plus touchés sur le stress sont surtout les métiers en contact avec le public. Comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui sont à l'accueil, qui sont agressés, des gens qui sont au téléphone, qui sont agressés verbalement. Alors il y a des gens qui les vivent bien, et hélas, il y a des gens qui le supportent très bien. Il y a une accumulation comme ça d'agressions qui font qu'à un moment donné, on craque. La contrariété. Également, il peut y avoir la pression des employeurs quand on veut vendre à tout prix ou qu'il faut faire des chiffres à tout prix. Vous parliez, Véronique Demont, tout à l'heure de pénibilité. On en a beaucoup parlé au moment de la réforme des retraites. Elle a été intégrée, un peu avec difficulté, à cette réforme des retraites. Pour la pénibilité, la médecine du travail est en première ligne, on peut le dire. Comment vous allez gérer cette notion-là et l'identification, même si vous l'identifiez de toute façon dans votre travail? Je crois effectivement, dans le cadre des dossiers médicaux, le médecin identifie ces facteurs de pénibilité. Avec la réforme sur les retraites, là, ça va se préciser davantage. Il a été récemment indiqué pour les entreprises de plus de 50 salariés qu'elles avaient la nécessité d'évaluer cette pénibilité. Donc il y a des critères qui ont été proposés par les partenaires sociaux qui sont listés, qui peuvent être le port de charge, le travail de nuit, les risques toxiques. Donc il y a vraiment une identification précise qui a été codifiée, de façon à ce que les entreprises prennent conscience de ces risques professionnels et surtout agir en amont pour les éviter. Parce que le rôle de la médecine du travail, c'est bien ça. Donc le médecin du travail sera vraisemblablement dans les mois ou dans les années à venir très sollicité par les organismes de sécurité sociale pour effectivement voir s'il y a lieu ou pas de mettre un salarié en retraite anticipée,
rôle qui ne sera pas facile à jouer pour le médecin du travail. Ces listings, justement, vous les aviez déjà, ils sont déjà des identifications. Avant cette pénibilité vraiment identifiée dans la loi ou dans la réforme des retraites, maintenant, la mettre en œuvre, ça ne va pas être si simple que ça, parce que là encore, il faut des moyens, il faut des médecins du travail. Alors les médecins savent faire, mais effectivement, on rejoint la réforme, les problèmes de moyens, pour que tout se passe dans les meilleures conditions qui soient. Docteur, la pénibilité au travail. Oui, alors la pénibilité, je pense qu'on en a parlé, ce sera un suivi médical. Le dossier médical va rester, je veux dire par là, que si quelqu'un a travaillé il y a 20 ans dans l'amiante, on va retrouver son dossier médical et on pourra savoir que de telle année à telle année, il a travaillé dans l'entreprise, partant du principe que l'entreprise en question, on savait qu'il y avait de l'amiante, ou du plomb, ou je prends des produits toxiques, ou quelqu'un qui a travaillé dans le goudron. Je pense que la pénibilité va être pour nous l'occasion de suivre un dossier médical. Quelqu'un demandera à 60 ans ou à 55 ans en disant j'ai un travail pénible, on va pouvoir tout retracer dans ce médical. Il y a un bilan de la carrière, justement. Voilà, le bilan de la carrière et les produits auxquels il est exposé. Oui. On peut demander à un employeur quel produit il utilise. Et les fiches des produits actuellement sont officielles. En disant les risques cancérigènes, etc. Donc on peut très bien dire telle personne a travaillé pendant tant d'années avec tel produit, et là il y a un risque. C'est une bonne chose justement que la pénibilité soit vraiment identifiée, reconnue. Oui, bien sûr. Ah oui, c'est très important puisque la retraite, normalement, l'âge de la retraite sera calculé en fonction de la pénibilité. Et c'est une bonne chose. Ce qu'il est important aussi, c'est une fois que c'est identifié et que le message est passé auprès des chefs d'entreprise, c'est de trouver les moyens pour corriger ces facteurs de risque. Puisqu'il faut faire effectivement des actions sur le terrain pour éviter qu'il y ait des retraites anticipées. On a beaucoup parlé de moyens depuis le début de cet entretien, de cette émission. Vous chiffrez dans une région comme le Languedoc-Roussillon, même pour Montpellier, combien de postes supplémentaires il faudrait avoir et puis combien d'infirmières? Au final, si on vous autorise à en avoir, il faudrait ici, dans notre ville ou dans notre région? Écoutez, au niveau national, je crois qu'il manque 1000 médecins. 1000 médecins du travail. C'est vrai que sur le Languedoc-Roussillon, tout le monde est en train d'évaluer cette charge supplémentaire, enfin ces embauches à venir. À la métrage, voilà, on a pour projet d'embaucher au moins 2 infirmières d'ici la fin de l'année et 2 ou 3 en 2012. Donc voilà, on est sur ce type de chiffrage. Oui, de chiffrage, oui. Il faut reculer la retraite des médecins du travail, les mettre beaucoup plus long. Ah bah ça, c'est une proposition. Alors, on terminera sur cette note d'humour. Merci en tout cas à vous deux d'être venus parler de cette réforme de la médecine du travail. Merci. Prochain numéro d'On en parle, c'est mercredi prochain à partir de 18h30. Très bonne soirée à tous.